Vous écoutez Paillettes et Préjugés, le premier podcast sur le genre et l'intimité des enfants. Comme moi! Salut, c'est encore Aline Laurent-Maillard pour une rediffusion de luxe du hors-série estival Bienvenue bébé. Dans cet épisode fort en émotion, je reviens sur ma grossesse et sur une question qui m'a taraudée tout du long. Est-ce que connaître le sexe de mon futur enfant changerait ma relation au dit enfant à sa naissance et changerait ma parentalité ? Je dois vous dire que ça a été l'épisode le plus difficile à écrire, parce qu'on manque réellement d'études scientifiques sur le sujet. Donc, dans cet épisode particulièrement, j'offre peu de certitudes. Mais à défaut, j'aime bien rappeler une anecdote. En 2019, Jenna Karvunidis, l'inventeuse des reveal parties, dont on parle évidemment dans cet épisode, est devenue une de leurs plus grandes critiques. « Who cares what gender the baby is ?» a-t-elle demandé avec sagesse dans un post Facebook en 2019. Cette question était accompagnée d'une photo de sa famille, où l'on voyait sa fille porter un blazer et un pantalon bleu pâle. Bleu pâle. Plot twist, a-t-elle ajouté. Le premier enfant à avoir une gender reveal party est une fille qui porte des costumes. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Sur ce, je vous laisse vous faire votre propre idée. Et si vous avez envie d'en discuter, de poser des questions, de partager vos expériences, d'offrir des recommandations à d'autres auditorices de Paillettes et Préjugés, vous pouvez rejoindre la communauté WhatsApp de Paillettes et Préjugés. Je vous explique comment à la fin de l'épisode. Bonne écoute! Je me revois encore sur le chemin de la gynéco pour l'échographie du premier trimestre, celle qui sert à s'assurer de la bonne santé du fœtus. Ce jour-là, j'en menais pas large. Mon père était mort quelques jours plus tôt, après une longue maladie. Je vous ai dit que c'était une sale période. J'avais passé tout le début de ma grossesse à son chevet, avec la peur que ma tristesse et mon stress ne mettent en danger la vie de mon fœtus. Alors qu'on voyait mon père disparaître avec ma mère et ma sœur, on s'accrochait à cet espoir d'accueillir une nouvelle petite personne dans la famille. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Depuis la dernière fois, c'était quand qu'on s'est vus ? Quand je me suis installée sur le fauteuil de la gynéco ce jour-là, j'ai pas pu m'empêcher d'être inquiète. Et si, malgré toutes mes nausées, la grossesse était interrompue ? La gynéco me met son liquide gluant sur le ventre et commence à passer la sonde. Elle est concentrée sur son écran et je comprends rien aux images. Je commence à être tendue. Je lui demande pourquoi elle est silencieuse, si le fœtus est toujours vivant. Elle me répond que oui. Et là, soulagée, j'explose en sanglots. Elle me réconforte. Et une fois que j'ai repris mes esprits, elle me demande « Vous voulez connaître le sexe ? » Vous avez sûrement entendu parler des gender reveal parties. Parker, what are we having? Boy. Brooklyn? Girl. Okay. 1, 2. Woo! Yes! No, I don't want a boy! Yes! I don't like boys! C'est un phénomène qui a fait son apparition aux États-Unis au début des années 2000 et qui se développe en France. Ce sont des fêtes au cours desquelles des parents, entourés de leurs proches, découvrent le sexe de leur enfant à naître. Et ils font ça avec panache. If it's blue, you're gonna have a baby brother. Oh. If it's pink, you're gonna have a baby sister. Are you ready? Yeah. Les plus sages coupent un gâteau éponge à la génoise colorée. D'autres choisissent de le dire avec un ballon noir qui explose, libérant des confettis roses ou bleus. Ou avec des fumigènes de couleur, rose ou bleu donc. It's
It's green. Les plus riches vont jusqu'à illuminer un gratte-ciel. Ce code couleur rose et bleu, il se retrouve ensuite au moment de faire le nid, comme on dit. Dans la décoration de la chambre des bébés, dans les vêtements de naissance, dans les cadeaux de baby shower. L'univers de l'enfant est stéréotypé avant même sa naissance. Depuis les années 70, grâce à l'échographie, on peut connaître le sexe du fœtus dès le 5e mois de grossesse. Aujourd'hui, c'est même possible dès le 3e mois. Et en France, même si les gens ne font pas forcément de grandes fêtes roses et bleues, 9 femmes sur 10 demandent à connaître le sexe avant la naissance. Moi, je voulais pas savoir. C'est une information qui m'intéressait pas. Je voyais pas ce qu'elle m'apporterait. Et je voulais retarder le plus possible le moment où je verrais mon futur enfant comme une fille ou un garçon. Mais ce chiffre de 90%, il m'a paru énorme. Pourquoi autant de gens veulent savoir ? Sur le groupe WhatsApp, j'ai demandé à René, Gabriel et Martin si elles et ils avaient voulu savoir et pourquoi. La première à m'avoir répondu, c'est René. Coucou, je réponds à tes questions, Aline. René est journaliste. On s'est rencontrés par le travail. Récemment, elle a publié le livre « Choisir d'être mère ». Une sorte de guide drôle et pas gnangnan sur ce qui nous attend quand on devient parent. Elle a un enfant, Ulysse, 7 ans, qu'elle a eu avec son ancien partenaire. Et quand je lui ai proposé de rejoindre la boucle, elle attendait son 2e enfant, Orso, d'un nouveau partenaire. On l'a demandé parce que ça nous permettait de nous projeter. Et en fait, je trouve que déjà c'est difficile de se projeter quand on attend un bébé parce que on ne sait pas à quoi va ressembler l'enfant qu'on va avoir. On ne sait pas quelle va être sa personnalité, on ne sait pas quel va être son tempérament. Puis même dans mon cas, on ne sait pas quelle va être sa couleur de peau puisque je suis noire et que mon mec est blanc. Donc du coup, tout ça crée une sorte de grande inconnue. Moi, j'ai une capacité à la projection qui est nulle. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre de manière réaliste et lucide ce que va être le réel. Et la projection, je crois que c'est ça, c'est d'imaginer le réel du futur. Pour René, connaître le sexe, c'était une façon de donner un peu plus corps à son futur enfant, de le rendre réel. Cette idée, d'autres parents m'en ont parlé. Connaître le sexe, pour certains, ça aide à humaniser le fœtus, à l'envisager comme une vraie personne. Qu'on le veuille ou non, les gamins sont ramenés de toute manière par le monde social, par les copains. Enfin, nous, c'était dès l'assistante maternelle qu'on a vu des trucs se mettre en place. Du coup, je savais très bien que ce petit garçon serait en permanence ramené au fait qu'il était un petit garçon. Et donc de savoir le sexe de ce bébé et à quelle sauce il va être mangé quelque part. Ça m'aidait à mieux faire exister cet enfant, en fait, dans mon imaginaire. J'ai demandé à René de m'expliquer un peu plus précisément quel type de projection elle avait. C'est juste, tu regardes des enfants dans la rue, tu dis peut-être qu'il pourrait être comme ça. Mon futur enfant va être socialisé comme un garçon, donc a priori il portera des pantalons plus que des robes. Tu vois, un truc bête, mais il va ressembler à ça. C'est pas très cool, mais en fait c'est un élément qui est là, quoi. Et une sorte de certitude, au moins dans les premières années de sa vie, et jusqu'à ce qu'il formule, s'il en a envie, que c'est pas son truc en réalité, tu vois. Et par contre, ça m'empêchait pas d'imaginer un petit garçon qui puisse aimer jouer à la poupée, qui puisse être doux. Il y avait ce truc de projeter la masculinité sans forcément qu'elle soit toxique, en tout cas. Cette assignation à la naissance, Renée, elle préférait l'anticiper pour y être mieux préparée. Parce que devenir parent d'une fille ou parent d'un garçon, ça impliquait pas les mêmes choses pour elle. Je savais que, par exemple, en étant une mère féministe, être la mère d'une petite fille, ça aurait voulu dire... je l'ai pas vécu, du coup, mais je savais déjà que j'allais avoir une sorte de cahier des charges comme ça, de faire une petite fille libre, en fait. Une petite fille libre, une petite fille puissante, une petite fille avec de la confiance en soi, une petite fille badass, tu vois. Avec un petit garçon, c'est un exercice particulier, je trouve, mais un peu le contraire, tu vois. Donc c'est un petit garçon qu'il va falloir... pas brimer, mais éduquer au contraire de ce qu'on attend de lui. Et moi, il y avait vraiment un truc où je trouverais ça vachement plus marrant d'apprendre à une petite fille que le monde est à elle, que tout lui appartient. T'apprends ça à un petit garçon, mais en fait, il y a aussi un côté chez les garçons où il faut réfréner le côté « le monde est à toi ». C'est genre,
En fait, tu vas inclure des filles, arrête de couper la parole, arrête de te prendre pour le roi du monde, quoi. Et mon petit garçon, je le trouve pas spécialement comme ça, mais je sais que c'est quelque chose... Enfin, je veille à ça, en tout cas. Et puis pour René, il y avait aussi la question du rapport au corps. Je sais que la question du zizi était importante. Je me disais, mais moi, je ne sais pas m'occuper d'un zizi, en fait, quoi. De ce gland à sortir, de cette petite peau là, et si jamais ça se casse, et j'avais peur en fait. On a peur de ce qu'on connaît pas, et puis surtout on a peur. Tout le monde a envie d'être un bon parent, un parent exemplaire, et t'as peur de faire du mal à ton gamin. C'est con, mais une vulve, moi je connais, tu vois, je sais que t'es pas censé essuyer de l'anus vers le clitoris, que c'est le contraire. Enfin, tu sais, c'est bête, mais c'est des choses que je connais. Bon, c'est le moment de vous avouer un truc. Moi, j'avais peur d'avoir un garçon. Enfin, j'avais surtout peur de l'adolescent viril qu'il pourrait potentiellement devenir. Si vous avez écouté mon podcast Free From Desire, vous savez que j'ai longtemps eu peur des hommes. De leur violence parfois, de leur corps. Et je voulais pas que cette peur guide mon éducation. Alors, avant de me lancer dans ce projet de bébé, j'ai essayé de me projeter. Je voulais être sûre que je serais capable d'aimer mon enfant, quel que soit le genre assigné à sa naissance ou celui auquel il s'identifiera. Et je crois que cette préparation en amont, ça m'a aidé à faire la paix avec cette éventualité. J'ai parlé de ces peurs et projections avec la chercheuse Olivia Samuel, qui a coécrit un article scientifique passionnant sur l'influence du genre dans la préparation des parents avant la naissance. Je suis démographe, sociodémographe, et je suis professeure à l'Université de Paris-Nanterre. Depuis une dizaine d'années, je travaille avec une équipe de recherche sur la socialisation précoce au sein des familles et notamment la socialisation genrée. Et on examine un petit peu comment font les parents, quelles sont leurs pratiques, quelles sont un peu aussi les normes auxquelles ils répondent, notamment dans l'éducation de leurs filles et de leurs garçons. Avec plusieurs autres chercheuses, elle a réalisé une enquête qualitative sur un groupe de 18 familles. Donc, c'était 18 familles qui venaient d'avoir un enfant. Et on a suivi ces familles pendant 3 ans. Cette enquête, elle est socialement située parce que ces familles qu'on a interrogées, c'est des familles à fort capital culturel. C'est-à-dire que les couples étaient tous diplômés d'enseignement supérieur. Si l'équipe a choisi de se concentrer sur ce type de famille, c'est que d'après elle, dans ces milieux sociaux, les parents ont tendance à rechercher l'égalité entre les filles et les garçons et à vouloir dépasser les clichés, à s'en distinguer. C'est une enquête qualitative, non représentative, mais qui nous donne quand même beaucoup d'informations et qui nous donne des pistes intéressantes en tout cas. Et parmi ces informations, il y a cette idée qu'effectivement, les parents justifient souvent l'envie de connaître le sexe par la nécessité de se préparer. Ce qui est justifié, c'est la nécessité de préparer au mieux l'arrivée de l'enfant. Et donc, bien préparer cette naissance, c'est ajuster les préparatifs au sexe de l'enfant, c'est préparer, acheter les vêtements en conséquence de son sexe, choisir le prénom qui va être adapté, aménager son espace de sommeil ou la chambre. Ce qu'explique Olivia Samuel, c'est que même les parents qui ne veulent pas tomber dans les clichés habituels sont influencés. Par exemple, sur les vêtements de naissance qu'ils choisissent, on retrouve souvent de légers marqueurs de genre. Un motif ou le choix d'un liseré bleu et rose, par exemple. Et cette différenciation selon le genre, elle se joue aussi dans l'aménagement de l'espace. Dans les familles enquêtées, l'espace de la chambre, les décorations n'étaient pas très si genrées que ça. Un petit peu dans les couleurs, mais pas si fortement que ça. Mais une des préoccupations des parents, c'est qui va dormir avec qui. On constate que quand les parents vont avoir une fratrie mixte, ils vont anticiper l'idée de séparer, d'avoir une chambre pour la fille et une chambre pour le garçon. Et ça, c'est beaucoup moins vrai quand ils savent qu'ils auront une fratrie non mixte. Ils ont déjà un garçon et là, ils se disent, 2 garçons, oui, ils auront les mêmes jouets, ils auront les mêmes choses. L'idée qu'il y ait une connivence un peu spontanée liée au fait que les enfants soient de même sexe. Et que quand ils sont de sexe différents, ils vont peut-être avoir des intérêts, des loisirs, des activités, des jouets qui seront différents. Et donc, il vaut mieux penser à les séparer. Et puis, ce qui ressort de cette étude, c'est aussi que ces parents ont des préférences, en fonction de leur histoire personnelle, mais aussi de ce qu'ils pensent qu'ils partageront avec leur enfant. Il y a des parents qui ont des préférences.
Il y a des parents qui préféraient avoir une fille, d'autres qui préféraient avoir un garçon. Alors, ils ne sont pas majoritaires, hein, c'est environ la moitié des parents qui disent avoir une préférence. Mais pour ceux qui ont des préférences, connaître le sexe à l'avance, ça leur permet de se préparer, de faire tout un travail émotionnel où ils vont pouvoir accepter l'éventuelle déception. En général, ça dure en fait que quelques jours ou quelques heures, le temps de se dire finalement, c'est pas un garçon, c'est une fille, mais c'est pas grave, ça va être super d'avoir une fille pour telle et telle raison. Ils reconstruisent tout un raisonnement, un argumentaire qui va les convaincre qu'en fait, c'est très très bien d'avoir l'enfant du sexe qui n'était pas celui qu'ils voulaient au départ. Donc, cette expérience-là est importante pour eux, connaître le sexe pour se préparer. Mais connaître le sexe, ça n'influence pas que les préparatifs, matériels ou émotionnels. Aux États-Unis, la sociologue Medora Barnes s'est intéressée à la façon dont les futurs parents se comportent avec le fœtus quand ils connaissent le sexe, et notamment la façon dont ils lui parlent. Là aussi, l'étude n'est pas représentative, et il faudrait creuser ce sujet. Mais ça met en évidence plusieurs choses que je trouve intéressantes. D'abord que les mères qui connaissent le sexe du fœtus parlent plus souvent avec lui. Et puis qu'elles le font différemment selon le sexe, c'est-à-dire en utilisant des pronoms, un prénom ou des surnoms genrés. Mais aussi chez certaines avec une intonation différente. Et c'est pas tout. J'ai aussi trouvé un article d'une autre sociologue, Barbara Katz-Rossman. Sur la base d'une expérience menée en 1986, elle suggère que les mères apprenant le sexe de leur enfant pendant la grossesse sont plus susceptibles de décrire les mouvements fœtaux comme forts ou vigoureux quand il s'agit de fœtus mâles et de pas excessivement énergiques ou pas extrêmement actifs quand il s'agit de fœtus femelles. Les mères ne connaissant pas le sexe de leur futur enfant ne prêtent, elles, pas de caractéristiques particulières au fœtus. Selon Medora Barnes, comme pendant la grossesse, les parents ne savent rien de la future personnalité de leur enfant, ils se reposent sur un imaginaire stéréotypé qu'ils associent au sexe de leur fœtus. Une fois l'enfant né, les parents découvrent ses véritables goûts et se reposent moins sur ces stéréotypes. Mais selon elle, il est possible qu'ils aient été présents trop longtemps dans leur esprit pour disparaître complètement. Ça me fait penser à une autre étude parue il y a quelques années, qui a montré que les adultes, surtout les hommes, interprètent différemment les pleurs de nourrisson lorsqu'ils pensent qu'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Quand ils pensent que les pleurs sont ceux d'un garçon, ils considèrent qu'ils expriment plus d'inconfort. En gros, que les garçons ne pleurent que quand ils ont vraiment mal, et que les filles pleurent pour rien. Et ça, cette interprétation genrée de l'expression de la douleur, ça a un impact direct sur la prise en charge médicale des enfants, mais aussi des adultes. Des études ont montré que les femmes reçoivent des traitements médicamenteux moins puissants et moins efficaces que les hommes à douleur égale, et qu'elles sont prises en charge moins vite en cas d'urgence, surtout quand elles ne sont pas blanches. Bref, les stéréotypes de genre peuvent avoir des conséquences très graves. Dans le cabinet de la gynéco, ce jour-là, quand elle me demande si je veux connaître le sexe de mon futur enfant, je réponds non. Elle se replonge alors dans les images du fœtus. Et puis elle arrête de parler. Un long silence. Jusqu'à ce qu'elle laisse échapper un « Ah ». Elle se tourne vers moi, désolée, et m'annonce que mon fœtus a une très forte clarté nucale. Ça veut dire qu'il a de fortes probabilités d'avoir une maladie génétique grave. Il faut faire des examens plus poussés. Je suis complètement sonnée. Une semaine plus tard, me voilà allongée sur une table d'opération pour une amniosynthèse. Les résultats complets tombent 6 longues semaines plus tard. Si je veux les lire, il faut que j'accepte de découvrir le sexe. Ça fait partie des informations qui figurent sur ce document. Du coup, c'est le médecin qui me lit les résultats, sans me révéler le sexe. Heureusement, les nouvelles sont bonnes. Le médecin m'explique que mon fœtus va bien. J'appelle tout de suite mes proches pour les rassurer. Et je range les résultats dans mon dossier grossesse. Je peux enfin passer à autre chose. Mais je n'arrête pas de penser à ces résultats.
je suis rattrapée par une envie d'en savoir plus sur mon futur enfant. Et puis pour rien vous cacher, je commence à fatiguer un peu. Depuis cet écho du premier trimestre, à chaque rendez-vous médical, et il y en a eu pas mal, on me demande si je connais le sexe du bébé. Et souvent, on commente mon choix, mes motivations. Je voulais que le sexe du fœtus soit un non-sujet. Et résultat, j'ai l'impression d'y être amenée tout le temps. Alors je décide de lire les résultats, pour faciliter mes échanges avec le personnel médical et évacuer le sujet. En revanche, je choisis de ne rien dire à mes proches, et je croise les doigts pour que de mon côté, ça ne change rien. Sur le coup, ça me fait ni chaud ni froid. Et les semaines et les mois qui suivent, je continue à sélectionner des vêtements et de la déco dans les rayons filles, garçons, non-genrés, à ne pas imaginer à quoi pourrait ressembler mon bébé. Mais progressivement, des mots genrés commencent à apparaître dans mon cerveau. Je les chasse tout de suite de mon esprit, mais malgré moi, ils sont là. Et puis un jour, un mois avant la naissance, alors qu'on prépare à déjeuner dans la cuisine de ma mère, ma sœur Aurore saisit une micro-hésitation dans mon langage et devine le sexe de mon enfant. Vous venez d'écouter un épisode de Bienvenue bébé, un hors-série de Paillettes et Préjugés. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et laissez-lui des étoiles. Ça aide vraiment. Et si vous avez envie de creuser le sujet, vous pouvez vous abonner à la newsletter gratuite et ou faire un don régulier pour rejoindre la communauté WhatsApp de Paillettes et Préjugés. Et oui, Paillettes et Préjugés, c'est un podcast 100% indépendant, ce qui veut dire qu'il a besoin de votre aide financière pour continuer. La bonne nouvelle, c'est que vous décidez du montant. À vous de voir si vous souhaitez donner l'équivalent d'une chouquette, d'un abonnement Netflix ou même d'une mensualité d'école privée Montessori. Vraiment, c'est à vous de voir. Et si vous n'avez pas envie ou que vous ne pouvez pas faire un don régulier, vous pouvez aussi faire un don ponctuel en fonction de vos moyens. Les liens sont en description du podcast. Bienvenue bébé est une série produite par Paradiso Media en 2022. Écrite et racontée par Aline Laurent-Maillard. Produite par Suzanne Collin. Théo Albaric a monté, réalisé et mixé les épisodes initiaux. Pauline Bouillot a monté et mixé ces nouvelles versions. Le générique est aussi de Pauline Bouillot, avec la musique de Délide, les voix de Clémentine, Gabriel, Jo, Félix et Louise. À la semaine prochaine!